en cours de route ou sinon, n'hésitez pas en cours de route ou sinon à la fin de l'explication. Donc, en fait, au sein du département de banque privée internationale qui s'occupe surtout en particulier des clients étrangers ou Olim Khadashim en particulier aussi, on a essayé de développer ce service de prêt immobilier. On a vu qu'il y avait énormément de demandes, beaucoup de Olim Khadashim qui vraiment avaient besoin de ce service dans leur langue, que ce soit vraiment accessible pour eux, pour qu'ils aient les explications, puisque en Israël, c'est pas exactement le même principe qu'en France. Donc, c'est aussi connaître un petit peu toute la procédure et avoir les explications dans leur langue. J'enchaîne. Oui, bien sûr, Laura, vas-y, vas-y. OK. Donc, en fait, je vais essayer de passer sur certains points principaux par rapport au crédit immobilier. Donc, la première chose, déjà, c'était un petit peu pour vous expliquer un petit peu la procédure, comment ça se passe en Israël. Donc, chez nous, à la Banque Discount, par exemple, quelqu'un qui arrive en Israël, que ce soit un étranger ou que ce soit un Olé Hadash, et qui veut acheter un appartement en Israël. Donc, la première étape, en fait, on va un petit peu vérifier la capacité de remboursement du client. On va demander un certain nombre de documents concernant leurs revenus. Donc, si c'est des revenus de l'étranger, alors à ce moment-là, il n'y a pas de problème. On peut recevoir les documents, que ce soit en français, en anglais. On a quelqu'un au sein du département, au back-office, qui vérifie tous les documents en français, en anglais, en espagnol et bien sûr en hébreu. Donc, en fait, la première étape, c'est de cette vérification des revenus pour pouvoir ensuite avoir un accord de principe. Donc, en fait, un accord de principe, c'est si demain matin, vous trouvez un bien qui vaut à peu près telle valeur, que vous demandez tel montant, selon ces revenus que nous avons déjà vérifiés, est-ce que la banque pourra vous suivre? Donc, ça, c'est l'accord de principe. Vous avez dans cet accord de principe les taux d'intérêt que la banque peut vous proposer. Maintenant, les questions qui reviennent souvent, c'est en Israël par rapport au taux de financement. Donc, le taux de financement que la banque peut vous octroyer on va commencer pour le cas le plus simple. Quelqu'un qui a une Excuse-moi, Laura, excuse-moi. Je pense que surtout pour les personnes donc, qui sont en France, c'est très important parce qu'il y a toujours beaucoup de questions qui reviennent là-dessus, sur l'histoire des taux fixes, les taux variables, la combinaison entre les deux, tout ce que vous pouvez proposer parce que c'est assez compliqué en fait pour les Olim. C'est un sujet sur lequel, si tu veux, tu peux insister. D'accord. Alors, je vais juste expliquer d'abord le taux de financement et après, je viens sur les différents parcours. D'accord. C'est aussi important, il y a un changement il y a quelques mois aussi sur les taux de financement et ce qu'on peut hypothéquer. Donc, c'est assez important. D'abord, les taux de financement. Donc, un Israélien qui a un numéro de Teudat Zehut, un Olé Hadash ou un Israélien, pour la première acquisition en Israël, donc il n'a pas de bien en Israël et va acheter son premier appartement, pourra demander jusqu'à 75% de financement. La valeur la plus faible entre l'expertise qu'on demandera par la suite et le contrat d'acquisition. Ça, c'est pour un Israélien, quelqu'un qui a une Teudat Zehut. Donc, pour le premier bien, jusqu'à 75% de financement. C'est très important de savoir que quand vous achetez un appartement de seconde main, la banque va vous demander une expertise et encore une fois, ce sera la valeur la plus faible entre l'expertise et le contrat d'acquisition. Quand vous achetez un promoteur, vérifiez bien pour vous aussi que le projet est accompagné par des garanties bancaires. C'est important. Et dans ce cas-là, quand vous achetez d'un promoteur avec des garanties bancaires, alors à ce moment-là, on n'aura pas besoin d'expertise. On va se baser seulement sur la valeur selon le contrat d'acquisition. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, à partir du deuxième bien, si c'est un deuxième bien que vous achetez qui sera pour l'investissement, ou les étrangers, à partir du premier bien, c'est considéré comme un investissement, vous pourrez demander jusqu'à 50% de la valeur du bien.
Maintenant, jusqu'à il y a quelques mois, jusqu'en septembre dernier, il était possible d'hypothéquer un bien existant pour pouvoir compléter l'apport personnel pour l'acquisition. À aujourd'hui, ce n'est plus possible. On ne peut seulement hypothéquer le bien que vous achetez à hauteur de 50% si c'est un bien pour l'investissement. Donc, c'est très important puisque ça a changé en septembre dernier. Depuis septembre, on ne peut plus hypothéquer un bien existant. C'est seulement le bien que vous achetez jusqu'à 50%. Donc, il faudra se débrouiller autrement pour pouvoir amener les fonds. Donc, ça, c'est un petit peu par rapport au taux de financement. Oui. Pardon? Oui, et je voudrais, s'il te plaît aussi, Laura, que tu abordes le sujet des transferts de fonds, s'il te plaît, parce que c'est un sujet et c'est une question qui revient très souvent. Je ne sais pas si tu veux l'aborder maintenant ou un petit peu plus tard. Transfert de fonds pour l'apport personnel? Oui, oui, oui. Alors, ça, c'est plus la partie avec Yael. Ouais. Je pense que ça va relier une partie de ce que je vais dire. Je pensais que c'était dans le cadre de l'immobilier parce que je sais qu'il y a toujours beaucoup de questions qui reviennent donc à ce sujet-là. Donc, c'est pour ça que j'ai posé la question à Laura. Alors, voilà, Yael continuera. Ouais. J'en parlerai. S'il y a encore des questions, on répondra après. Ok, d'accord. Ok. Oui, continue. Excuse-moi, Laura, de t'avoir interrompu. Il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'est pour le taux de financement. Après, maintenant, un autre point que je voulais aborder avant les différents taux qu'il existe en Israël, c'est aussi l'âge. Pour le premier bien, normalement, il faut finir le crédit jusqu'à l'âge de 74 ans. Quand c'est un deuxième bien ou un bien à l'investissement, des fois, ils permettent d'aller un petit peu plus loin. Mais d'une manière générale, pour le premier bien, il faudrait finir le crédit jusqu'à l'âge de 74 ans. Donc, ça, c'est par rapport à l'âge. Donc, si par exemple, une personne de 50 ans vient acheter son premier bien en Israël, donc on pourra lui prêter à peu près pour 24-25 ans maximum. Après, maintenant, si vous voulez, on va passer un petit peu aux différents types de taux qu'il existe en Israël. En Israël, c'est un petit peu différent du système français. Il y a plusieurs types de taux. Donc, on va commencer par le plus simple, le taux fixe non indexé, comme ce qu'on connaît en France. Donc, par exemple, si vous avez un taux d'intérêt, si vous recevez un taux d'intérêt de 3%, ce sera 3%, et disons que vous devez avoir une mensualité de 3 000 shekels, ce sera 3 000 shekels du premier jour au dernier jour. Peu importe ce qui se passera sur le marché, le taux d'intérêt est fixe. Le capital n'est pas indexé, donc du premier jour au dernier jour, ce sera toujours 3 000 shekels. Peu importe ce qui se passera avec l'inflation, le taux d'intérêt, toujours 3 000 shekels. Donc ça, c'est ce qu'on connaît plus de France. Maintenant, en Israël, il y a d'autres types de taux. Les autres types de taux, on va parler maintenant du taux selon le prime. Donc le prime, c'est un petit peu, on va dire, l'équivalent de l'Eurolibor pour l'Europe. Donc, le taux prime, c'est un taux qui découle du taux d'intérêt directeur de la Banque centrale israélienne. Donc, la Banque centrale israélienne a une fois par mois une décision concernant ce qui se passera avec les taux directeurs en Israël. Donc, il peut chaque mois les laisser inchangés, augmenter ou diminuer. Donc, à aujourd'hui, le prime, c'est 1,60. Et donc, en fait, vous allez recevoir une certaine formule pour le taux, pour cette partie-là qui sera le taux d'intérêt variable selon le prime. Donc, si par exemple, vous avez reçu prime moins 0,5, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous commencez à 1,1, mais c'est possible que dans un mois, 2 mois, 1 an, la Banque centrale israélienne décide d'augmenter le taux et qu'elle le fasse passer à 1,7. Donc, votre formule, vous la gardez prime moins 0,5. Mais à ce moment-là, au lieu de payer 1,1 comme le prime a augmenté, vous payerez 1,2. Et donc, c'est le taux d'intérêt variable selon le prime. Et le troisième taux d'intérêt, c'est un taux d'intérêt qui est en fait un petit peu entre les deux. Ça s'appelle le 5+5. C'est un taux qui est semi-variable, semi-fixe, où tous les 5 ans, le taux va être fixé. Aujourd'hui, on fixera le taux pour les 5 prochaines années. Dans 5 ans, il y aura une réactualisation des taux selon le marché ce jour-là. Et ensuite, et ainsi de suite, tous les 5 ans. Et donc, vous avez des portes de sortie tous les 5 ans et c'est réactualisé tous les 5 ans.
Ce parcours-là, vous pouvez choisir qu'il soit indexé à l'inflation ou non indexé à l'inflation. La différence entre ces deux parcours, le 5+5 indexé à l'inflation ou le 5+5 non indexé à l'inflation, c'est d'un côté, si c'est non indexé à l'inflation, le taux en lui-même sera plus élevé, mais il n'y aura pas d'indexation sur le capital. Si vous choisissez le 5+5 indexé à l'inflation, le taux en lui-même sera bien plus bas et le taux d'intérêt sera bien plus bas, mais, mais c'est possible que le capital soit indexé à l'inflation. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, il faut prendre en compte que la mensualité peut augmenter légèrement chaque mois, puisqu'il faudra rembourser l'indexation qui se rajoute sur le capital. Donc, voilà un petit peu les deux différences. Si vous avez des questions en cours de route, Oui, n'hésitez pas. Les questions sont nombreuses, Laura, mais je t'avoue que les questions, surtout en ce qui concerne les taux, elles sont très nombreuses. On va essayer d'en répondre à 2, 3 parce que sinon, on peut déborder là-dessus. Alors, donc, il y a Ornella qui demande, est-ce qu'il faut apporter obligatoirement 50% du prix de bien pour acquérir ou est-ce qu'il y a des solutions? Alors, ça, c'est seulement… Donc, déjà, un Olé Hadash israélien, quelqu'un qui a un numéro de Taoudat Zéhout, on a dit le premier bien, il peut demander jusqu'à 75% de financement. OK. Ensuite, il y a un cas qui est intermédiaire. Donc, quelqu'un qui a un premier appartement, on parle que des Israéliens pour l'instant, qui a un appartement, il s'engage à le vendre dans les 18 mois et qui va acheter un autre appartement. En général, c'est ce qu'on appelle Méchapredio, quelqu'un qui veut améliorer l'appartement qu'il a actuellement pour quelque chose de plus grand ou quelque chose comme ça. Lui aura le droit jusqu'à 70% pour ce bien qu'il va acheter, qui sera un bien de substitution, en fait. Et pour tout le reste des cas, pour les étrangers à partir du premier bien ou pour les Israéliens qui ont déjà un premier bien, c'est jusqu'à 50%. Et oui, c'est bien la différence qu'il y avait jusqu'à il y a quelques mois. Aujourd'hui, c'est seulement 50% sur le bien qu'on achète. Même si vous avez d'autres appartements, on ne pourra pas hypothéquer les autres appartements pour venir aider à l'apport personnel dans des autres 50%. OK. Alors, il y a une autre Après, question. Oui, excuse-moi, je pensais que tu avais terminé. Excuse-moi, Laura. Non, j'ai fini. C'est bon. OK. Alors, il y a Bernard qui demande, en France, on a l'assurance mensuelle. En Israël aussi? L'assurance vie, c'est bien ça? Bernard, tu parles de l'assurance vie ou tu parles de l'assurance vis-à-vis de l'emprunt immobilier? De quoi tu parles Assurance là? vie, assurance crédit, ça s'appelle. Assurance crédit, assurance vie? Il ne me répond pas, Bernard. Il a posé la question. Assurance crédit, oui. OK. Alors, donc en Israël, quand vous prenez un crédit immobilier, oui, bien sûr, on vous demande d'une part de prendre une assurance. En Israël, ça s'appelle une assurance vie, Bitoach Chaim. C'est une assurance vie. C'est la même chose que l'assurance crédit. En fait, c'est si Chas Veshalom quelque chose se passe, l'assurance vient et clôture votre crédit. Donc en vrai, c'est plus l'assurance décès en fait. Oui, bien sûr, on demande d'avoir une assurance crédit, vie, décès, comme vous voulez l'appeler, sur le montant du crédit. OK. Il y a une autre question qui est arrivée. Donc, comment renégocier un prêt immobilier souscrit auprès d'un autre établissement bancaire? Alors, c'est le même principe. Si vous avez, par exemple, un crédit existant sur un bien, vous pouvez sortir le solde du crédit avec les détails du crédit et voir dans d'autres établissements, est-ce que ça vaut le coup de racheter votre crédit? En fait, c'est un rachat du crédit. Vous clôturez le crédit que vous avez dans l'établissement A et vous venez le souscrire de nouveau dans l'établissement B. D'accord, j'ai compris. Alors, il y a aussi donc Avi qui nous demande, est-ce que le taux variable peut-il être capé? Capé, c'est-à-dire, je m'imagine qu'il y a une limite. Non, c'est pas capé. En Israël, c'est pas capé. OK. Et enfin, Alain demande, le prime, c'est le taux directeur de la Banque d'Israël, n'est-ce pas? Alors, le prime, c'est le taux d'intérêt directeur de la Banque Israël plus 1,5. OK. Et enfin, est-ce qu'il y a des pénalités pour mettre fin à un crédit? Ça dépend du parcours.
Le taux d'intérêt est variable. Selon le prime, vous pouvez faire des remboursements anticipés à tout moment sans pénalité. Le 5+5, toutes les portes de sortie, toutes les 5 ans, il n'y aura pas de pénalité si vous faites un remboursement anticipé à ce moment-là. Ok. Le taux fixe, oui. Non, je t'écoute, je t'attends, Laura. Ah, le taux fixe, ça dépendra le jour du remboursement anticipé, quel est le taux du marché par rapport au taux que vous avez reçu. Si par exemple, vous avez reçu un taux de 3% et que le marché, le jour du remboursement anticipé, est à 4%, il n'y aura pas de pénalité. Si les taux ont diminué, la pénalité, en fait, sera le différentiel de taux d'intérêt sur ce qui reste. Ok. Et enfin, il y a encore une autre question qui est arrivée. Le taux est en shkalim, euro ou dollar, Laura? 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 Oui. Oui, Allô? je t'ai posé une autre question, tu m'entends? Il y a une autre personne qui a demandé le taux est en shkalim, euro ou dollar? Shekel. Ok, ok, très bien. Et enfin, une dernière petite question, si j'ai encore le temps, et quels sont les taux fixes actuels sur 10 ans et 15 ans? Ça, par contre, c'est du cas par cas. Donc, vous avez nos coordonnées. Avec plaisir, on fera des simulations. Ok, très bien. Est-ce que tu as terminé donc avec ta partie, Laura, ou tu as encore d'autres sujets à aborder? Non, sauf s'il y a d'autres questions. Oui, alors je pense qu'on va enchaîner maintenant donc avec Yael et par la suite, s'il y aura d'autres questions, on se fera un plaisir donc de répondre à toutes les questions parce que je m'imagine qu'après la présentation de Yael, il y aura encore d'autres questions. Donc Yael, je te laisse la parole. Tu vas nous parler toi en fait de l'ouverture d'un compte, tout ce qui concerne donc les documents nécessaires pour l'ouverture d'un compte. Voilà. Donc, bonjour à tous. Comme Rachel m'a présenté, je suis Yael Pérez. Je suis responsable du département francophone de la banque privée au sein de la banque Discount. Donc, aujourd'hui, on va essayer de donner les bases concernant l'ouverture d'un compte pour un Olé Hadash en Israël. Tout d'abord, donc la première étape après son alia, l'ouverture d'un compte. Donc, quels sont les documents qui vont être demandés, qui vont être nécessaires à l'ouverture d'un compte en Israël? La banque va vous demander de venir avec votre Teudat Zehout, c'est-à-dire votre carte d'identité israélienne, ou alors la Teudat Olé. Teudat Olé, c'est votre passeport d'immigration que vous allez recevoir dès votre arrivée à l'aéroport sous les 30 jours. C'est-à-dire, au début, vous recevez la Teudat Olé, vous avez 30 jours pour l'utiliser et venir à la banque ouvrir le compte. Sinon, il faudra, avec votre Teudat Zehout, que vous recevez par la suite. Sachez-le, suivant la réglementation de la Banque d'Israël, il est interdit à une banque de refuser de vous ouvrir un compte. Il faut avoir vraiment une raison bien établie pour refuser l'ouverture. Lorsqu'on va ouvrir le compte, la banque va vous demander de fournir un numéro d'identification fiscale. Alors pourquoi? Donc, les institutions financières ont les devoirs, suivant la loi, de demander à chaque client de remplir une déclaration sur sa résidence fiscale. Même en tant qu'Israélien, donc la banque va demander à chacun des clients quelle est sa résidence fiscale. Si le client est devenu israélien et s'est déconnecté de l'étranger, il va remplir donc son nouveau numéro qui va être le numéro israélien. Et si le client continue à être fiscalisé à l'étranger, il se devra de remplir son numéro d'identification fiscale français, belge ou du pays d'origine. Le client a la responsabilité de remplir cette même déclaration. Et la banque, de son côté, vérifie juste la cohérence de cette déclaration. Okay? C'est donc l'occasion de conseiller à tous les Olim de vérifier avec un fiscaliste leur statut fiscal face à Israël et face à leur pays d'origine. Alors, Yael, est-ce que tu peux aborder la question des transferts de fonds? On finit par y arriver. Je vais y arriver, c'est mon prochain point.
Je vois que c'est le sujet le plus attendu. Les virements depuis l'étranger. Donc, comment ça marche? La banque vérifie toujours deux aspects face aux virements qui arrivent sur les comptes des clients. Le premier aspect, c'est la provenance des fonds, c'est-à-dire de quoi provient cet argent. Il va falloir donc vérifier est-ce que ça provient, il va falloir justifier à la banque, donc c'est-à-dire est-ce que ça provient de la vente d'un bien, alors dans ce cas-là on demandera un contrat de vente, est-ce que ça provient de la cession de part d'une société, chaque chose en fait va pouvoir être justifiée. Et d'un autre côté, l'autre aspect que la banque va vérifier, est-ce que les impôts sur ces fonds ont bien été payés comme il se doit. Donc, dans le cas de virement face directement du pays d'origine, du pays de la halia, ce point-là va être plus facile à éclaircir parce que c'est des fonds qui arrivent, par exemple, si quelqu'un a fait son halia de France, qui vont arriver directement de France, on n'a pas de doute dans le cas où les fonds sont virés du même nom du titulaire de compte, donc que tout est bien déclaré. Dans les cas plus complexes, la banque demandera d'autres justificatifs ou des attestations signées par des comptables ou par des avocats qui pourront justifier justement de la nature des fonds et du fait que les impôts ont bien été payés. Ça, c'est dans le cas où les fonds viendraient d'autres pays de résidence que la résidence fiscale antérieure du client. J'espère que j'ai été claire. Ça m'a l'air très long, les phrases. Mais s'il y a pas trop s'il y a des questions, n'hésitez pas. Alors, justement, donc, il y a une petite question. Je vais t'interrompre un instant pour ne pas l'oublier. Donc, il y a Armand qui demande, et pour l'ouverture d'un compte pour un non-résident fiscal? Alors, l'ouverture d'un compte pour un non-résident fiscal, c'est-à-dire pour un étranger, il faut être sur place. Okay, ça veut dire qu'il faut venir en Israël pour pouvoir ouvrir un compte non résident israélien. Il faut se munir de son passeport étranger et d'une deuxième pièce, c'est-à-dire une carte d'identité étrangère ou un permis de conduire. Mais encore une fois, il faut être sur place. Et donc, une des questions aussi qui revient souvent, Yael, est-ce que vous avez donc un site en français? Est-ce qu'il y a moyen de vérifier en fait sur un site en français? Comment ça se passe? Tu me devances, Rachel. J'ai un ordre dans mon discours. Donc, je vais répondre quand même. Nous avons déjà une application qui est très appréciée par les clients. Cependant, elle est en hébreu. Donc, voyez ça comme un petit tulpan. Maintenant, on a un site en anglais qui a été amélioré ces dernières années et qui est vraiment très performant. En français, nous n'avons vraiment très simple, donc c'est pas conseillé. Le mieux, c'est en hébreu ou en anglais. Et si on va avoir un interlocuteur francophone, donc on vient chez vous alors, Yael? On vient chez nous et il y a d'autres succursales aussi de la banque qui ont des représentants francophones sur Tel Aviv, sur Jérusalem, Ashdod. Il y a plusieurs endroits, Ra'anana, avec des interlocuteurs francophones. Ok, d'accord. Je te laisse continuer, Yael. Je ne te devance pas. Alors, donc on en était après, si vous avez besoin évidemment de tout ce qui est le courant, on a dit, donc pour une carte bancaire, les cartes bancaires pour obtenir en Israël, il vous faut obtenir l'autorisation de la banque. La banque en fait va vous octroyer un plafond mensuel et suite à ce plafond, en fait, tous les achats vont être regroupés et débités le mois d'après. Vous avez la possibilité aussi, pour ne pas avoir à demander de plafond, d'obtenir une carte débit direct, c'est-à-dire qui va vous débiter automatiquement, mais là, c'est sous réserve de solde sur votre compte Shekel. À prendre en considération, donc les retraits en espèces que vous allez effectuer avec votre carte de crédit ne sont pas pris en compte dans le plafond mensuel. Par contre, les retraits que vous effectuerez à l'étranger
sont pris en compte dans le plafond mensuel. Et très important, les Iskaot Tashlumim, tous les paiements en plusieurs fois qu'en Israël aime beaucoup proposer, vous prend du plafond jusqu'à la fin du dernier paiement. C'est-à-dire que si vous avez fait un paiement en plusieurs fois sur un an au début de 10 000 shekels, tant que vous n'avez pas payé le dernier paiement, la dernière traite, les 10 000 shekels sont retirés du plafond. Un autre sujet, les frais. J'ai vu passer vite une question. Donc, les frais en Israël sont tous enregistrés face à la Banque d'Israël et sont définis par la banque. Chaque banque peut avoir des différences entre les différents frais. Le banquier se doit, avant toute opération, d'informer le client des frais sur l'opération. Oui. Il y a beaucoup de questions. Dis-moi. Un peu. Je pense connaître les réponses, mais ça se voit que les gens sont déjà bien expérimentés vu les questions qu'on nous pose. Alors, peut-on avoir un numéro de téléphone français pour recevoir les SMS de validation des opérations bancaires? Non. Alors, malheureusement, ça ne marche pas toujours. On s'est amélioré. Ouais, ça fait. On a des problèmes avec les téléphones français pour les validations. OK. Et alors, il y a une autre question qui est d'actualité, c'est Léa qui nous la pose. Peut-on détenir 2 ou plusieurs comptes et peut-on faire des virements sur le compte israélien par un compte digital type Revolut ou Conto conservé en France? Alors, déjà, vous pouvez ouvrir autant de comptes que vous avez besoin. Ça, il n'y a pas de limite. Évidemment, il faut expliquer à chaque ouverture pourquoi vous avez besoin d'un nouveau compte, mais ça, en soi, il n'y a pas de problème. Les virements via toutes les plateformes, ça va rentrer dans ce qu'on a parlé pour définir l'origine des fonds. La banque va sûrement vouloir retracer le parcours depuis votre compte en France ou depuis votre pays d'origine vers le compte en Israël, donc via la plateforme. Comme je vous ai dit, avant chaque opération que vous n'avez pas l'habitude de faire, il vaut mieux en parler à votre banquier au préalable pour que lui puisse vous dire les documents desquels il va avoir besoin. Il y a un sujet encore qu'on n'a pas abordé, c'est les frais de compte, les amalotes. Oui, les frais, on en a parlé. Comme j'ai dit, les frais varient en fonction des différentes banques. Tout est régulé face à la Banque d'Israël. Et on se doit, évidemment, en Israël, la loi est que le banquier doit informer le client avant chaque transaction des frais encourus par cette transaction. Donc, à tout moment, le client peut demander les frais. C'est quelque chose qu'on donne lors des ouvertures de compte. Après, ça va dépendre de chaque opération effectuée. Je pense qu'après, c'est aussi… il y a des petites différences entre les différentes banques. Alors, il y a Olivier qui nous pose une question très intéressante. Est-il possible d'ouvrir un compte pour un enfant mineur? Alors, il y a des possibilités. Il faut voir après quel type de compte. C'est à partir de… Il y a à partir de 14 ans, à partir de 16 ans. Après, il faut voir, ça dépend quel âge exactement. Ou alors, si c'est des comptes qui sont juste pour mettre de côté de l'argent. Mais il semblerait que ça soit il semblerait que ça soit le cas parce qu'il y a une autre personne qui demande aussi, donc existe-t-il pour les enfants mineurs des comptes style livret A ou assurance vie? Donc à mon avis, c'est surtout des comptes pour économiser et recevoir de l'argent. Alors, il existe des possibilités d'ouvrir des comptes d'épargne en fait pour les enfants. Ces comptes seront bloqués jusqu'aux 18 ans de l'enfant qui après pourra disposer des fonds sur le compte. OK. Et il y a une dernière question. Je ne sais pas si tu as répondu ou pas, mais quand même, je pense que c'est intéressant pour beaucoup de personnes. Il y a Elavit qui demande quels sont les frais bancaires pour un virement.
Alors, c'est-à-dire la réception d'un virement, l'envoi d'un virement, c'est… Je pense qu'il s'agit d'un virement international. Je vais lui demander de nous spécifier. Alors, un virement international, en général, c'est la banque qui émet le virement, qui prélève les frais. Maintenant, évidemment, donc, si c'est de France vers Israël, je vois C'est sa ça, réponse c'est de là. France vers Israël, oui. C'est la France qui va vous débiter. Après, il faut voir avec votre banque ici. Il se peut qu'à la réception, vous ayez aussi des frais. Yael, à ma connaissance, dans toutes les banques, il y a des frais pour la réception d'un virement de l'étranger, surtout un virement en devise étrangère, non pas en shekel. En devise étrangère. Alors, encore une fois, ça dépend des conditions avec le client. C'est pour ça que je préfère ne pas répondre. Il vaut mieux voir directement face à la banque qui manage votre compte, quoi. OK. Est-ce que tu as encore un autre sujet à traiter, Yael? Tu veux éventuellement parler un instant des placements financiers disponibles au travers de la banque? Qu'est-ce que vous proposez comme option? Oui, alors au sein donc de la banque Discount, vous avez la possibilité de recevoir des conseils. Donc en Israël, il n'y a pas de gestion. Okay, les gestions sont extérieures à la banque. Ce que la banque propose, un service qui est gratuit d'ailleurs, c'est des conseils en investissement. Ces conseils sont donnés par des conseillers, donc soit sur le local, c'est-à-dire des placements en shekel en Israël, ou aussi sur tout ce qui est international. Et nous avons des conseillers francophones qui sont spécialisés sur les marchés internationaux pour les placements en dollars, euros. Voilà. Je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent, Rachel. Oui, alors il y a d'autres questions, mais il y a des questions parce que je n'ose pas les ouvrir, c'est la boîte de Pandore là. OK, on va essayer d'y répondre. Avi, non, je ne suis pas d'accord. Les conseils sont gratuits en général. Moi, à chaque fois que j'ai eu affaire avec des boîtes, ils sont gratuits, ils ne dépendent pas des montants placés. Non, les conseils, d'obtenir des conseils par un conseiller en investissement dans une banque est un service qui est gratuit. Ouais. Certes, vous pouvez avoir un seuil minimum pour commencer à avoir des conseils. Ils ne sont pas facturés. Non, ils ne sont pas facturés. Je ne sais pas sur qui vous êtes tombé, Avi, mais moi, je n'ai jamais vu ça en Israël. Non, je pense peut-être confusion avec les frais de tenue les frais de garde qu'on appelle des titres, qui est autre chose et qui n'est pas lié à le conseil. Oui, oui, je suis d'accord avec vous. Alors bon, il y a une question concernant les crypto-monnaies. Alors aujourd'hui, et c'est quelque chose qui est voué peut-être à changer, aujourd'hui, suivant la régulation, les banques en Israël peuvent virer des fonds pour l'achat de crypto-monnaies, c'est-à-dire si vous donnez une instruction d'acheter de la crypto-monnaie, nous pouvons effectuer le virement. Cependant, nous n'acceptons pas les fonds qui reviennent, qui sont issus de vente de crypto-monnaies. Donc, tout fonds qui revient et qui se base d'une vente de Bitcoin ou toute crypto-monnaie autre n'est pas accepté aujourd'hui dans les banques en Israël. Okay. Et enfin, il y a une autre question aussi qui risque d'intéresser pas mal de monde. Est-il possible d'obtenir un crédit en euros? Laura, tu es toujours avec nous? Alors, à la banque Discount, pour le crédit hypothécaire pour un particulier, on le fait que en shekel. Maintenant, il y a d'autres types de crédits qui ne sont pas forcément des crédits hypothécaires, qui sont par exemple contre un portefeuille de titres ou contre un dépôt monétaire. Et là, à ce moment-là, oui, c'est possible d'avoir en dollars et en euros. Ok, donc ça répond à la question. Maintenant, il y a une autre question qui est arrivée. Je connais la réponse, mais je vais te laisser l'honneur d'y répondre. Peut-on changer d'agence et existe-t-il un RIB invariant? Alors ça, je vais pouvoir répondre pour la banque Discount parce que pour les autres banques, je n'ai pas cette réponse.
Au sein de la banque Discount, vous avez la possibilité de changer d'agence et de permuter le compte dans une autre agence sans que le RIB change. Ok, très bien, très bien. Existe-t-il des comptes rémunérés? Oui, alors vous avez aussi la possibilité de placer des fonds dans des dépôts monétaires pour une différente période. Aujourd'hui, les taux en dollars commencent à remonter. Il y a d'ailleurs plusieurs prévisions de remontée des taux. On va voir ce qui va se passer là avec ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine, mais normalement, les États-Unis devraient augmenter les taux et on le ressent déjà. En euros, il n'y a pas de placement puisque le court terme, on est à des taux négatifs. Et sur le shekel, les taux aussi sont quasi nuls pour l'instant. Donc, les seules possibilités pour l'instant, c'est en dollars. Est-ce que tu as d'autres sujets, Yael, que tu devais aborder ce soir? Ou je pense qu'on a fait le tour? On a fait le tour. S'il y a d'autres questions, je suis prête avec plaisir. On a été rapide ce soir. Hein. On a été vraiment très rapide au niveau donc, des questions. On a répondu aussi à pas mal de monde. Alors, avant de clôturer donc la session de ce soir, si vous avez encore d'autres questions donc pour l'équipe de la banque Discount, donc je vous invite à les écrire donc dans la messagerie, comme ça on peut y répondre. Je voulais juste vous préciser aussi qu'il y a dans la salle Rosie Hazard, donc de la banque Discount. Elle n'a pas parlé ce soir, mais elle est responsable clientèle. Donc, pour la banque Discount, elle est basée donc à Tel Aviv. Je vous enverrai aussi ses coordonnées. Rosie, tu veux te présenter 2 minutes? Oui, avec plaisir. Merci Rachel. Attends, je vais… voilà. Bonsoir à tous. Je voulais simplement vous présenter aussi les services qui existent au sein du département international de la Banque Discount. Ce n'est pas chaque agence en Israël qui a le droit d'ouvrir des comptes à des étrangers. Donc, si vous avez une question et si vous voulez savoir vers qui vous dirigez, vous téléphonez au service clientèle, enfin le service du développement international, et nous allons vous aider à trouver l'agence qui est la meilleure pour vous, soit au sein de notre département, soit au sein de nos agences. Ok, et c'est important de spécifier que Rosie, Yael et Laura sont toutes les trois donc basées à Tel Aviv. Et si vous êtes en Israël, donc je vous invite à prendre contact avec elles et éventuellement de passer les voir, ou éventuellement si vous planifiez donc un voyage en Israël, vous pouvez facilement donc passer les voir. Je pense qu'on a fait le tour. Yael, Laura, vous avez encore autre chose à mentionner? Moi, j'ai fait le tour. Si vraiment quelqu'un a une autre question, avec grand plaisir. Alors, je veux juste répondre donc à la question de Dominique. Oui, sur le numéro donc de Rosie, de Yael ou de Laura, ce seront elles qui répondront et elles vous répondront en français, bien sûr. Voilà. Bon, je tiens, Rachel, à préciser d'ailleurs que comme Rosie l'a dit, nous avons plusieurs agences, et que je l'ai dit aussi, nous avons plusieurs agences où vous avez des représentants francophones. Donc, du moment où vous passez par eux, ce sont vos banquiers et c'est eux qui s'occuperont de la gestion de vos comptes. Donc, on a plusieurs agences en Israël où vous avez la possibilité d'avoir un service en français. Alors, attends une minute, il y a quelqu'un qui a posé une question. Pourquoi une proposition n'est valable que 24 heures? À quoi il fait référence là? Au prêt immobilier. 24 jours. Je ne sais pas à quoi il fait référence. C'est une proposition. Si c'est concernant les taux pour un placement financier, je présume peut-être, c'est tout simplement parce que les taux sont actualisés tous les jours et c'est pour ça que ça peut changer du jour au lendemain. Oui, ok, très bien. Oui, Armand, de toute façon, ce qu'on va faire, c'est que je vous enverrai donc les coordonnées de l'équipe qui est avec nous ce soir. Et eux, par la suite, éventuellement, si jamais vous êtes situé dans une autre ville, donc ils vous mettront en relation avec les correspondants dans d'autres villes. Il y a David qui a demandé, y a-t-il un site comparatif des frais bancaires en Israël? Oui, en hébreu. Oui, vous avez sur le site de la Banque d'Israël.
D'accord. OK, très bien. Eh bien, merci beaucoup à tous. Merci d'avoir été si nombreux ce soir. On a été ravis de vous recevoir. Je vous enverrai tout à l'heure donc par email l'enregistrement de cette session et bien sûr les coordonnées de Yael, Laura et Rosie pour que vous puissiez communiquer donc là, vous puissiez continuer à communiquer avec eux. Merci beaucoup et puis bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.